qu'il a fait, c'est quelque chose qui se rapprocherait de ce qu'a fait Euler, Leibniz ou Copernic. C'est grandiose. Il n'est pas arrivé facilement à tout ça. Ça a été dur pour lui aussi. Enfin, de son point de vue, un homme, c'est quelqu'un qui prend des risques, qui s'engage et une fois qu'il a signé, il va jusqu'au bout. Il y a aussi des génies dans l'engineering. Et là, c'est un vrai génie. 17 ans, c'est l'âge auquel Pierre Bézier entre à l'école des arts et métiers. Sous les traits innocents de ce fils et petit-fils de Gazard, personne ne peut alors deviner l'ampleur des découvertes que son génie visionnaire va engendrer. Quelques années après l'obtention de son diplôme et une spécialisation à l'école supérieure d'électricité, le destin du tout jeune ingénieur va croiser la route de l'entreprise à laquelle il consacrera sa vie. Il est rentré chez Renault à l'âge de 23 ans, en 1933. Et il est rentré, à l'époque, les choses n'étaient pas faciles, il est rentré presque au niveau le plus bas, enfin ajusteur outilleur, alors qu'il avait une formation d'ingénieur. Il est ensuite devenu dessinateur d'outillage, et ensuite il a pris la responsabilité de la section, il est devenu chef de section outillage. Très vite, Pierre Bézier bouscule les habitudes. Il n'a même pas 30 ans et cherche à prouver que les automatismes hydrauliques utilisés alors par toute l'industrie seront vite dépassés. Il prône l'utilisation de relais électriques, persuadé que ceux-ci pourraient être plus performants et plus précis. Mais en 1939, la guerre vient stopper ses premières réalisations innovantes. Il est mobilisé comme officier d'artillerie et fait prisonnier par les Allemands en 1940. Il était persuadé qu'une fois la paix revenue, le développement de l'économie allait conduire à produire en grande série et que les outillages d'avant-guerre étaient absolument inadaptés à cet avènement de la production en grande masse. Pendant ces 2 années de captivité, il réfléchit alors à un système entièrement automatisé pour l'usinage des blocs moteurs et consigne ses idées dans un petit carnet. Derrière les premiers schémas et croquis de l'ingénieur se dessinent les bases de sa première grande réalisation, les machines transfert. Quand il est revenu de l'OFLAG en 1942, quand il a entrepris la remise en route de l'usine qui avait été détruite, il y avait vraiment tout à faire à partir de rien. Pensez donc, pour mettre en place des machines transfert sur des ruines, il a dû vraiment faire preuve d'imagination. Le 5 novembre 1946, Pierre Lefaucheux, président directeur général de la régie, décide la fabrication de la 4 chevaux. L'objectif assigné à Pierre Bézier et son équipe est ambitieux. Garantir une cadence de fabrication de 300 véhicules par jour, la plus élevée d'Europe à l'époque. Au total, plus de 500 opérations sont réalisées sur chaque bloc cylindre, le tout piloté automatiquement. Rapidement, les machines transfert démontrent qu'elles sont à la hauteur des objectifs de la direction de la régie. Pierre Bézier a réussi son pari. Les machines transfert qu'il avait mises au point ont permis d'obtenir des rythmes de production auxquels l'industrie automobile ne faisait que rêver jusqu'alors. Donc il s'est fait déjà une très très forte réputation à l'occasion de ses premières réalisations dans le domaine de la mécanique. Grâce à ce succès retentissant, Pierre Bézier démontre sa capacité à anticiper l'avenir. Il prouve qu'il possède la qualité première d'un inventeur. C'est l'imagination. Le fait de prendre un problème sans partir de ce qui existe. Le prendre vraiment complètement à zéro, comme si ça n'existait pas. Et c'est ce qu'il a fait plusieurs fois. C'était quelqu'un qui était obstiné, un bosseron, comme il disait. Je suis un bosseron. Au début des années 50, Pierre Bézier prend la responsabilité des méthodes mécaniques. Il est à 40 ans l'un des plus jeunes directeurs de la régie. À cette époque, il participe à la création des premières machines à commande numérique et en 1957, il prend la tête de Renault Machines-Outils. Mais Pierre Dreyfus, nouveau PDG de l'entreprise, souhaite abandonner cette activité. Avec une certaine amertume, Pierre Bézier quitte son poste en 1960 et se retrouve directeur rattaché à la direction générale. Cette année clé sonne comme le début d'une deuxième carrière au cours de laquelle Pierre Bézier va une nouvelle fois
prouver son goût pour les défis de grande envergure. Il s'est retrouvé en fait avec une liberté de temps, une liberté de travail qui lui a permis de se pencher sur un problème qui le fascinait depuis un certain temps, qui était celui de la difficulté rencontrée partout de définir sous une forme précise et facilement transmissible la forme des carrosseries. Car à l'époque, et ce depuis toujours, concevoir une carrosserie relève de l'artisanat. Les étapes sont immuables, fabrication d'une maquette au 5e, relevé des points caractéristiques, puis réalisation du grand plan sur lequel les projeteurs essaient de reproduire les courbes imaginées par les stylistes. Du dessin est alors fabriquée une maquette à l'échelle 1, véritable voiture étalon qui servira de référence unique pour usiner les outils d'emboutissage. À l'assemblage en usine, parfois il fallait y aller à coups de marteau ou à coups de baramine pour mettre la porte en place. Quand on regardait vraiment les voitures, il y avait parfois, allez je vais être gentil, quelques millimètres d'écart d'un côté à l'autre, mais parfois il y avait même plus. Pierre Bézier, il s'est dit, mais ce que l'on fait là est quelque chose d'impossible et on n'arrivera jamais aux objectifs de généralisation, de développement du marché de l'automobile si on continue d'y prendre comme ça. Et donc il a dit, on doit pouvoir faire mieux. Il a cherché à trouver un moyen mathématique, donc numérique, de définir ces fameuses formes imprécises. Alors Pierre Bézier se met au travail, seul, comme il l'avait fait dans son camp de prisonnier 20 ans auparavant. Cette fois, il se replonge dans les mathématiques et pendant plusieurs années cherche sans relâche la solution à l'énigme qu'il a entrepris de résoudre, trouver une définition mathématique aux surfaces complexes. Papa, il avait le cerveau en permanence en ébullition. En famille ou avec des amis, au bout de quelques minutes, il était absent. Et puis, il avait des équations, je suis sûre, il avait un tableau devant les yeux. Et ça, c'est toujours. Il n'était pas rare de voir la lumière allumée dans le bureau au cours de la nuit. Parce que je pense que ça lui tracassait l'esprit. Donc il se levait pour mettre les 4 ou 5 lignes d'équations auxquelles il avait pensé. Il se recouchait après. Et il me disait, moi, tant que c'est pas mis par écrit, je ne peux pas dormir, de toute façon, il faut que je me lève. À force de travail, il trouve enfin une définition qui le satisfait, utilisant des polynômes paramétriques. Les courbes de Bézier étaient nées. Mais l'ingénieur ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Il veut développer un outil capable de matérialiser des formes numériques, véritable ancêtre de la conception assistée par ordinateur, à l'heure où l'informatique était à peine née. Dès 1966, un certain nombre de brevets ont été déposés par Renault et qu'en 1968, après quelques difficultés liées au peu de financement que Renault lui a accordé, il a quand même trouvé les moyens de mettre en place une chaîne intégrée complète, comportant un ordinateur de l'époque. C'est la première fois qu'on appelait ce logiciel Unisurf, et ce logiciel permettait de définir des surfaces sous forme de carreaux, et permettait également ensuite de dessiner les formes définies par ces carreaux, mais comportant surtout une machine à dessiner dans l'espace. C'est ainsi que Pierre Bézier avait baptisé la fraiseuse à commande numérique qu'il avait rattachée à l'ordinateur, et qui permettait d'obtenir des formes complexes, des formes de carrosserie. Et ce qu'il a réalisé pour concevoir d'un bout à l'autre une carrosserie de voiture, c'est phénoménal. Et c'est ça qui a beaucoup impressionné. Il avait l'habitude de dire, bon, pour réussir à résoudre un problème technique, il faut des compétences pluridisciplinaires, il faut de la chance aussi. Mais le principe d'Edison est toujours valable. 5% d'inspiration, 95% de transpiration. En 1970, Renault accepte d'investir dans un système opérationnel et de lancer la deuxième version d'Unisurf. De nouveaux équipements remplacent les premiers prototypes et la méthode Bézier sort du secteur automobile pour être utilisée par l'aéronautique. La machine est lancée, elle ne s'arrêtera plus. La CAO était née et les travaux de Pierre Bézier pouvaient être exposés au monde entier. En 1974, c'était l'apothéose en quelque sorte. Il a été invité à Salt Lake City. Il y avait tous les gens qui comptaient mondialement dans les courbes et surfaces et effectivement, Pierre Bézier était leur invité vedette. Ça, là, vraiment, c'était la consécration en 1974, un an avant sa retraite. Donc je me souviens très bien, le soir où il est parti à la retraite, il m'a dit, voilà, j'ai posé mon porte-mine sur mon bureau, j'ai fermé la porte et je suis partie. Et je me dis, mais qu'est-ce que papa va devenir, puisque sans le travail, il n'y a plus rien. Et très vite, il s'est inscrit pour faire une thèse à Jussieu.
Ce qui était beaucoup de travail. Après, il a accompagné des étudiants dans ses thèses. Il était directeur de thèse. Donc il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient à la maison, beaucoup d'étrangers qui l'aidaient. Et puis il s'est lancé dans des tas de choses, dans des associations, il faisait des conférences, il était invité à l'étranger. Il était ce genre de savant qui considère que la connaissance est la propriété commune de tout le monde. Et il l'a distribuée avec beaucoup de générosité. En 1977, il devient président de la Société des ingénieurs arts et métiers, défendant avec force l'enseignement technique dispensé à l'école et lui faisant bénéficier de son image d'ingénieur mondialement reconnu. Il était toujours très surpris quand les gens citaient son nom, avec son humour habituel. Les gens lui demandaient « Mais est-ce que vous êtes parent avec Béziers, le célèbre Béziers ?» Alors il avait un grand sourire en disant « Bah oui, oui, je suis parent avec lui ». Il était toujours très, très modeste et très simple. Il savait qu'il avait fait des choses bien, mais c'était son travail, pas plus. À l'heure actuelle, c'est tout à fait clair, les courbes de Béziers et leurs extensions, genre courbe spline, B-spline, sont actuellement les seuls instruments utilisés par toute personne faisant de la conception par ordinateur. Conception, je veux dire, de surface ou de courbe. Aujourd'hui, les utilisateurs d'outils informatiques maîtrisent les formes et les volumes sur leurs écrans, ignorant parfois qu'ils utilisent pour cela des courbes et des surfaces imaginées par un ingénieur il y a à peine 40 ans. CFAO, typographie, édition, animation 3D ou maquettage, les applications liées au concept imaginé par Pierre Béziers sont innombrables. Ces découvertes mathématiques sont quant à elles enseignées dans toutes les universités et classes préparatoires scientifiques. Il était à la fois satisfait de voir ces choses s'accomplir, mais très insatisfait de ne pas encore avoir développé les étapes suivantes. Un insatiable de la connaissance. Papa avait toujours son stylomine et ses papiers, et même le jour où il est décédé, il avait son stylomine et ses papiers sur son bureau. Et je suis sûre qu'il avait travaillé le jour même ou la veille sur encore des idées auxquelles il pensait. C'était ne jamais se satisfaire de l'acquis, c'était toujours aller vers le mieux et toujours progresser.